à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau module d'enseignement sur le cancer du rein. Nous avons choisi aujourd'hui un sujet classique, mais qui a évolué beaucoup au cours de ces dernières années et il nous semblait important de faire le point. Alors pour ça, nous avons réuni un panel sympathique, intelligent et multidisciplinaire. Le professeur Jean-Christophe Bernard de Bordeaux, qui est urologue, le docteur Luc Bezit, qui est radiologue au CHU de Rennes, et le docteur Idir Ouzaïd, qui est urologue à l'hôpital Bichat. Alors nous allons vous présenter deux cas cliniques, un cas d'une tumeur solide et un autre d'une kystique, pour essayer de faire ressortir les principaux enseignements et les principaux messages clés de ces dernières recommandations. On commence donc par le cas d'une dame de 61 ans qui a une maladie de Crohn et une sclérose en plaques. Dans le cadre du suivi de cette sclérose en plaques, on lui a fait une échographie abdominale qui a mis en évidence de façon fortuite une petite tumeur du rein droit. Suite à cette échographie, elle a eu un scanner que vous voyez là, les coupes non injectées et injectées. Et puisqu'on a un radiologue parmi nous, je me tourne vers Luc qui va nous dire ce qu'il pense du scanner. On est ici devant une masse rénale solide. La définition d'une masse solide en scanner, c'est une lésion supérieure à 1 cm parce qu'en dessous, on n'a pas une résolution suffisante pour caractériser une lésion. Et c'est une lésion avec un rehaussement, c'est-à-dire qu'il y a une variation de densité entre la phase sans injection et la phase avec injection qui est supérieure à 20 unités Hounsfield. Dans ce cas, on voit que le rehaussement il est évident déjà à l'œil, mais on peut s'aider de régions d'intérêt pour mesurer la densité des lésions. Et on voit qu'entre la phase sans injection et la phase avec injection, on a une variation supérieure à 100 unités Hounsfield dans cet exemple. Donc clairement une lésion solide. La deuxième étape, ça va être d'éliminer une lésion bénigne. Donc il y a deux lésions bénignes qu'on peut évoquer en imagerie. La première, c'est l'angiomyolipome. Dans ce cas-là, on n'a pas d'argument pour un angiomyolipome parce qu'on n'a pas de contingent graisseux macroscopique. Et puis surtout, la lésion est hétérogène. La deuxième lésion bénigne qu'on peut évoquer en imagerie, c'est l'oncocytome. Là non plus, pas d'argument pour un oncocytome parce que la lésion est hétérogène et il n'y a pas d'élément central progressivement rehaussé. On est donc devant une masse rénale solide d'aspect malin. Alors on peut aller un petit peu plus loin dans la caractérisation de cette lésion en s'intéressant au profil de rehaussement de la lésion. Donc, on voit que cette lésion est hétérogène avec des portions hypodenses d'allure nécrotique et des portions hypervascularisées. Donc on sait qu'au sein des carcinomes, le caractère hypervascularisé, c'est en faveur d'un carcinome à cellules claires. Là aussi, on voit à l'œil qu'il y a clairement des portions intensément hypervascularisées. On peut aussi mettre des régions d'intérêt. Dans cette lésion, on a une densité qui est de 200 unités Hounsfield au temps corticomédulaire. Il y a une étude qui est parue en 2002 dans un journal de radiologie qui a montré qu'une densité supérieure à 84 unités Hounsfield au temps corticomédulaire, c'est spécifique à 100% d'un carcinome à cellules claires. Donc, sur les données de l'imagerie, on est devant un carcinome à cellules claires. C'est quand même des suspicions. Il n'y a absolument rien qu'on puisse affirmer à partir du scanner. On suppose que c'est malin, mais ce sont que des suspicions. Et donc, à propos de suspicions, quand on est face à une petite tumeur comme ça, on se demande tous, avant de savoir comment la traiter, quel est son potentiel d'agressivité. Alors, Luc, toujours, est-ce que l'imagerie, si elle ne peut pas nous dire le type histologique avec précision, est-ce qu'elle peut nous donner des informations sur l'agressivité ? Oui, alors là, les choses elles sont assez simples parce qu'il n'y a aucun critère anatomique d'agressivité. On est devant une petite lésion qui fait moins de 4 cm. Puis il n'y a pas de signe d'envahissement local, il n'y a pas de franchissement de la capsule, il n'y a pas d'envahissement du sinus du rein, des cavités. Il n'y a pas non plus d'envahissement de la veine rénale. Et puis il n'y a pas d'extension à distance, pas d'adénomégalie, pas d'envahissement surrénalien et puis pas de métastase sur le reste du scanner. D'accord, donc on ne sait toujours pas si elle est maligne ou bénigne, mais on peut se dire qu'a priori, elle n'est pas trop méchante. Alors pour progresser, si l'imagerie ne peut pas trancher, à l'heure actuelle, ce qui se pose de plus en plus fréquemment, c'est de savoir s'il faut faire une biopsie percutanée de la tumeur. Et donc pour ça, je me tourne vers Idir Ouzaïd. Idir, qu'en est-il à l'heure actuelle de la biopsie, de sa façon de faire, de ses résultats et de ses indications ? Si on pose la question des biopsies, c'est que 25% des petites masses rénales ne sont pas des cancers. Et donc l'objectif premier de la biopsie serait de se demander si la masse est bénigne ou maligne. Cependant, il faut garder à l'esprit que la biopsie peut, à hauteur de 10% des cas, ne pas répondre à la question. On parle alors de biopsie non contributive ou non diagnostique. Ça peut être du tissu rénal
normale, ça peut être de la fibrose, de la nécrose ou du tissu qui n'est pas en grande quantité pour pouvoir conclure à la bénignité ou la malignité. Il ne faut pas se méprendre, le fait d'avoir une biopsie non contributive n'a pas de présomption de bénignité. Il faut discuter dans ce cas-là de la nécessité de refaire des biopsies le cas échéant. Les indications actuelles et recommandées par le CCAFU concernant ces biopsies, c'est soit lorsqu'on décide de faire une surveillance active, un traitement par radiofréquence ou par cryothérapie. Lorsqu'également on est devant un cas d'une tumeur métastatique qui nécessiterait un traitement systémique par thérapie ciblée notamment et qui nécessiterait donc une documentation de la malignité, notamment du caractère histologique carcinome à cellules claires. Sinon, lorsque le traitement est difficile, notamment chez quelqu'un qui a un rat unique, où la tumeur est complexe et que pour, je dirais même dans un but plutôt médico-légal, de se dire si on y va et qu'on prend le risque, mieux vaut aller sur quelque chose de malin. Et comme l'a dit Karine tout à l'heure, dans un certain nombre de cas, l'imagerie peut être équivoque et qu'on a besoin d'une preuve histologique pour la malignité. Bien sûr, dans un certain nombre de cas, notamment lorsqu'on a affaire à une tumeur pulmonaire, une tumeur rénale, des métastases, un antécédent d'un cancer qui peut avoir un tropisme rénal, il est important de savoir si on parle d'un primitif rénal ou d'une métastase d'une tumeur à distance. Toujours est-il, la ligne directrice de toutes ces indications, c'est de réaliser la biopsie puisque celle-ci risque de changer la prise en charge. Donc, ça, c'est un message qu'on peut quand même, sur lequel on peut insister. C'est l'encadré en rouge, c'est qu'à l'heure actuelle, on voit qu'il y a un retour de balancier sur les indications de la biopsie, où on devrait en faire de plus en plus. Il y a même une histoire médico-légale, où on nous dit quand même qu'on retire beaucoup de tumeurs bénignes. La recommandation du CCAFU, c'est de ne faire la biopsie, de la considérer, que si jamais ça change la prise en charge thérapeutique. C'est ce qu'on peut délivrer comme message. En effet, techniquement, pour réaliser la biopsie, on l'a fait sous anesthésie locale, souvent en chirurgie ambulatoire actuellement. Elle est guidée soit par l'échographie, soit par le scanner. Et bien sûr, un certain nombre de précautions techniques, notamment utiliser des biopsies protégées, avec un mandrin qui protège les carottes au moment du retrait, notamment pour ne pas essaimer sur le trajet. Il est conseillé de réaliser plus de 2 prélèvements et d'éviter les zones de nécrose et d'éviter les cytoponctions pour une plus grande rentabilité de ces biopsies. Lorsqu'on se pose la question de la sécurité pour réaliser ces biopsies, ceci est une méta-analyse, une revue systématique avec beaucoup de patients inclus. On voit bien que la biopsie répond dans plus de 90% des cas, c'est-à-dire elle nous donne un diagnostic, que le taux de complications est limité, 8% dans cette revue systématique, avec le nombre de complications majeures, c'est-à-dire supérieur ou égal à 2, n'est pas très important. Seulement 3 cas sur 5000 patients, ce qui n'est pas important. La plupart des cas, ce sont des hématomes qui ne nécessitent pas un traitement chirurgical. Il existe une très bonne concordance histologique entre l'histologie de la biopsie et l'histologie de la masse retirée. En revanche, la biopsie est moins performante sur la concordance en termes de grades. Lorsqu'on prend tous les grades de Fuhrmann confondus, c'est-à-dire allant de 1 à 4, il existe une concordance d'environ 60%. Celle-ci est améliorée lorsqu'on scinde les grades en bas grades, c'est-à-dire incluant les 1 et 2, versus le haut grade, avec les 3 et 4 regroupés dans un seul groupe. Là encore, Ilir, pour délivrer un message clair à nos collègues, il ne faut pas avoir peur de faire la biopsie parce que la morbidité est minime, très peu de complications majeures. S'il y a des complications, elles ne sont pas graves. Et il y a une très bonne performance diagnostique avec néanmoins quand même toujours une zone d'incertitude d'environ 10%. Et c'est le message qu'on peut délivrer aux patients. Alors, on a fait cette biopsie dans le cas présent et il s'avère que c'est un carcinome à cellules claires de grade 2 de la nouvelle classification de l'ISUP, anciennement grade de Fuhrmann. C'est une dame qui a d'un certain âge, qui a des comorbidités, et on peut éventuellement se demander s'il y a une place pour la surveillance active. Quand on parle de surveillance active, je pense qu'il faut d'abord en rappeler les prérequis.
Le premier point concernant la surveillance active, c'est que les petites tumeurs ont un risque de progression qui est limité, et dans la littérature, on retrouve un risque de progression de 1 à 3%. De ce risque de progression limité, il découle bien évidemment un risque de décès spécifique qui va être faible. Le deuxième prérequis à la surveillance active, c'est aussi de se dire, comme son nom l'indique, on va surveiller le patient, on va le suivre, et ça peut déboucher sur un traitement différé en fonction justement de l'évolution tumorale et notamment de sa croissance. Donc, ce qu'on doit retenir comme message, c'est finalement la surveillance active, c'est une option qui apparaît acceptable lorsque le risque global de décès du patient va être supérieur au risque de décès lié à l'évolution de la tumeur sur la période de surveillance. Alors, ceci est aussi sous-tendu par le fait que dans les différentes séries de la littérature à disposition, on s'aperçoit que l'histoire naturelle des petites tumeurs du rein, chez cette population de patients âgés notamment, est en faveur d'une faible évolutivité et notamment d'une faible croissance tumorale. Vous voyez que la médiane de croissance tumorale annuelle est de 0,3 cm par an. Et d'autre part, cette croissance est un peu anarchique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de tumeurs qui ne vont jamais grossir, à peu près 30% d'entre elles. Ceci étant, il convient quand même de se pencher un petit peu plus attentivement sur les données qui sont à notre disposition dans la littérature, et notamment une très belle revue de la littérature a été faite en 2016 par Volpe. Et il y a un certain nombre de points importants. Le premier, c'est que ici on parle de petites tumeurs du rein, mais en fait les données disponibles dans la littérature concernent des tumeurs qui font partie du bas du panier, c'est-à-dire plutôt des tailles tumorales de l'ordre de 2 cm et demi. Le deuxième point, c'est que le suivi moyen dans l'ensemble de ces études est plutôt assez proche de 24 mois, 36 mois. Donc certes, le nombre de progression de ces tumeurs est limité, 1 à 3%, mais dans la limite d'un follow-up qui est relativement limité. Troisième chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que dans la plupart des séries à disposition, on ne sait pas trop ce qu'on surveille. Et globalement, le nombre de tumeurs pour lesquelles une anapathe était disponible, notamment par biopsie, comme on l'a évoqué précédemment avec IDIR, était relativement illimité. Et dans les deux séries prospectives, ça tourne aux alentours de 14-15%. Et enfin, le troisième point, qui est aussi une limite à la surveillance active et qui va guider donc nos indications, IDIR a parlé de la biopsie et de sa valeur pour déterminer l'agressivité tumorale. Eh bien, il faut ne pas oublier que les tumeurs du rein sont relativement hétérogènes, même les petites tumeurs du rein. Et dans cette étude qu'on vous présente ici, 59 zones ont été analysées sur un panel de 32 tumeurs du rein. Sur ces 59 zones analysées, il ressortait que les tumeurs de moins de 4 cm avaient une hétérogénéité de l'ordre de 81%. Et quand on s'intéresse aux tumeurs de haut grade, qui sont celles que l'on cherche à discriminer, qui sont les plus dangereuses, susceptibles d'évoluer, eh bien 93% d'entre elles présentaient des zones de bas grade. Ce qui veut dire que quand on fait une biopsie, on est à risque de sous-stader notre tumeur du fait d'un prélèvement réalisé dans une zone de bas grade. Alors au final, sur la base de ces arguments, quelles vont être les recommandations pour proposer une surveillance active à nos patients ? Il y a actuellement sous presse des recommandations émises par l'AUA qui vont déterminer un certain nombre de critères qui vont nous permettre de sélectionner les patients potentiellement candidats à une surveillance active sur la base de critères propres aux patients, mais aussi de critères propres à leur tumeur. Et globalement, il faut retenir le patient âgé avec une espérance de vie inférieure à 5 ans, avec des comorbidités et une taille tumorale plutôt inférieure à 3 cm. Et quand on regarde les surveillances que l'on a édictées avec le CCAFU, eh bien, le message est concordant, puisque nous avons dit la surveillance active d'une petite tumeur du rein peut être proposée comme une option aux patients âgés qui ont des comorbidités importantes et qui ne sont pas premiers candidats pour une prise en charge active. D'accord, donc ça, c'est globalement le message clair qu'on peut transmettre. La surveillance active repose effectivement sur des petites séries rétrospectives avec un nombre de patients limité, un recul qui n'est pas très important, mais quand même, elles vont toutes dans la même direction, que les petites tumeurs augmentent très progressivement de volume et que pour certaines ne bougent absolument pas au cours du temps. Donc, il ne faut pas non plus avoir de réserve, sous couvert d'une bonne sélection des patients, à proposer cette option, quitte en fonction de l'évolution à venir vers un traitement différé, plus agressif. Si on décide de cette surveillance, je me retourne vers notre radiologue du jour, Luc, comment est-ce qu'on doit la faire ?
surveillance active, c'est un concept assez vague, on l'a vu. Comment on doit surveiller? Il ne faut pas trop hésiter à faire des scanners parce que c'est vraiment la modalité de choix. C'est la modalité d'imagerie la plus robuste qui donne une grosse couverture anatomique avec une très bonne résolution spatiale. C'est celle qui est recommandée par le CCAFU en 2016. Donc avec des scanners d'abord rapprochés pendant 1 an, puis on les espace progressivement pour quand même limiter l'irradiation de ces patients et pour finir à une surveillance annuelle. Donc les critères de traitement, ça va être une augmentation du volume tumoral ou un diamètre qui dépasse les 3 à 4 cm. Donc comme toujours en oncologie, il faudra bien comparer le scanner au dernier scanner qui a été réalisé, mais aussi au plus ancien dont on dispose, parce qu'on est devant des petites tumeurs qui peuvent augmenter lentement, et donc il faudra bien comparer à l'examen initial. Alors l'IRM, c'est une alternative si la fonction rénale est dégradée ou s'il y a une allergie vraie aux produits de contraste iodés. Alors, on peut parfois la proposer à certains patients pour limiter l'irradiation, mais si l'on parle ici de surveillance active de petites tumeurs chez des patients âgés, je pense que le problème de l'irradiation se pose moins. La dernière modalité, c'est l'échographie. Alors dans ce cas-là, on pourrait effectivement suivre la lésion en échographie puisqu'elle a été découverte comme ça. Cependant, on sait que la reproductibilité de mesure elle varie un petit peu en échographie, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes plans de coupe. Et puis surtout, on a une sensibilité qui n'est pas très bonne pour détecter une nouvelle lésion et encore moins pour détecter une extension à distance. Alors là, quand même, est-ce que, Jean-Christophe, dans ce contexte-là, tu aurais retenu l'indication de surveillance active? Très honnêtement, non. Parce que, alors certes, c'est une patiente qui a 61 ans, qui avait comme comorbidité un antécédent de sclérose en plaques et de maladie de Crohn. Mais preuve en était que sa CEP était connue depuis, je crois, plus de 20 ans, non évolutive. Donc ça n'aurait pas été ma première option de choix, non. D'accord. Et donc les options qui nous restent sont représentées par la thermoablation ou la chirurgie. On va discuter d'abord de la thermoablation. Luc, est-ce que dans ce cas présent, on pourrait proposer la thermoablation? Alors, je pense qu'on pourrait lui proposer sur le plan technique une thermoablation. Donc, je vais parler de la thermoablation percutanée, parce que c'est celle qu'on réalise en radiologie. Donc, ça se fait sous sédation ou de manière plus confortable sous anesthésie générale, parce que notamment la radiofréquence, ça peut être un peu douloureux au moment où on chauffe la lésion. Donc, on fait ça sous guidage échographique, lorsque la lésion est visible en échographie, mais on y adjoint toujours le scanner pour bien repérer les organes avoisinants, notamment le tube digestif. Les équipes qui font de la cryothérapie utilisent également le guidage IRM, mais ça nécessite une logistique plus lourde, et notamment d'avoir du matériel compatible IRM. Alors on a 2 modalités principales de thermoablation. La plus utilisée, la plus robuste, c'est la radiofréquence. Donc on utilise une aiguille, qu'on voit ici sur cet exemple, et puis au bout de l'aiguille, il y a une électrode. Cette électrode, on la connecte à un générateur d'un courant alternatif. Ce courant, il va créer un échauffement local au bout de l'électrode du fait de la résistance des tissus. On atteint des températures de 60-100 degrés, donc ça donne une nécrose tumorale immédiate. La deuxième technique, c'est la cryothérapie. Donc ça permet d'obtenir des volumes d'ablation supérieurs, mais c'est une logistique plus lourde parce que ça nécessite de mettre en place plusieurs aiguilles. Il faut avoir des bouteilles d'hélium et d'argon liquide. Ça crée toute une logistique spécifique. Et puis, ça a un coût beaucoup plus élevé. Donc l'avantage des volumes d'ablation supérieurs, et on contrôle bien le volume d'ablation en cryothérapie parce que la boule de glace qui se fait autour des aiguilles, elle est bien visible à la fois en scanner et en IRM. Notre lésion, elle fait 35 mm de grand axe, 30 mm de petit axe. Donc on va dire que c'est la taille à peu près limite, 35 mm, pour la radiofréquence, parce que suivant les constructeurs, le volume d'ablation maximal, c'est 35-40 mm. Donc si on tient compte des petites marges d'erreur, on se limitera aux tumeurs de moins de 3,5-4 cm en radiofréquence. Avec la cryothérapie, on peut avoir des volumes d'ablation supérieurs en une séance, mais on sait qu'il y aura un risque de reliquat plus élevé et que ce reliquat, il augmente de manière proportionnelle avec la taille de la tumeur, le risque de reliquat. Donc ça veut dire quand même qu'entre 3 et 4 cm, il vaut mieux favoriser la cryothérapie. Ouais, voilà, c'est 3,5-4 cm. Les études montrent à partir de 3,6 cm qu'avec la radiofréquence, on a plus de risque de reliquat. Donc la deuxième caractéristique qu'on aime bien sur les tumeurs rénales en thermoablation, c'est le caractère exophytique. Alors d'une part parce qu'on a moins de risque de morbidité sur les cavités du rein, et puis d'autre part parce que la graisse qui est autour du rein, elle a un effet isolant.
Et donc on a une meilleure efficacité de la radiofréquence ou de la cryothérapie sur la lésion. Alors comme toute intervention invasive, les troubles de l'hémostase, c'est une contre-indication. La présence d'un pacemaker, c'est une contre-indication pour la radiofréquence, mais pas pour la cryothérapie. Et puis une contre-indication relative, c'est la proximité de la tumeur avec les structures digestives, principalement le côlon. C'est relatif parce qu'on a des techniques pour éloigner en imagerie le tube digestif. La principale, c'est de mettre une aiguille entre la tumeur et le tube digestif et d'injecter soit du sérum glucosé, soit du CO2. C'est l'hydrodissection, la dissection, la carbodissection. Donc ça va créer un effet d'isolement de la lésion par rapport au tube digestif. Donc on voit que les indications de thermoablation, elles recouvrent celles de néphrectomie partielle. Et pour l'instant, on les réserve aux patients avec un risque opératoire élevé ou les patients chez qui la préservation néphronique est une priorité. On a vu les indications, les résultats maintenant. Les résultats, voilà. Donc il y a quelques articles qui remettent un petit peu en cause le dogme de réserver ça aux patients non opérables. Cette première, elle est parue dans European Urology en 2015. C'est une étude de la Mayo Clinic sur une cohorte de 1800 patients qui avaient été traités d'une petite masse rénale solide, soit par néphrectomie partielle, soit par thermoablation. Donc les auteurs montrent qu'il y avait une meilleure survie globale chez les patients traités par néphrectomie partielle, mais ils attribuent cette différence à un biais de sélection, parce que les patients qui ont eu une néphrectomie partielle étaient des patients en meilleur état général que les patients ayant eu une thermoablation. Et lorsque l'on s'intéresse à la survie sans métastase, on voit que les résultats étaient similaires entre la cryothérapie et la néphrectomie partielle, et un petit peu moins bons avec la radiofréquence. D'accord. Il m'appartient de pondérer un petit peu ça quand même. C'est effectivement une publication qui a fait date, mais les groupes de radiofréquence et de cryothérapie étaient d'abord beaucoup plus limités que celui de la néphrectomie partielle. Et il y avait un recul bien moins important que dans le groupe néphrectomie partielle. Mais quand même, ce sont des courbes qui interpellent. On a une deuxième étude, alors plutôt une méta-analyse, qui elle était parue dans une revue de radiologie, qui tendait également à montrer que la survie sans récidive était similaire entre les patients traités par néphrectomie partielle et ceux traités par thermoablation. Alors l'inconvénient de la thermoablation, c'est qu'il y a un risque de reliquat lésionnel après avoir fait un premier traitement, en particulier sur les tumeurs volumineuses. On parlait tout à l'heure de plus de 3, 5, 4 cm. Donc avec la thermoablation, il y aura souvent besoin de faire des traitements répétés. En revanche, les complications majeures sont un peu moins fréquentes avec la thermoablation. Et il y a une tendance à une meilleure préservation de la fonction rénale, puisque entre la néphrectomie partielle et la thermoablation, il y avait une perte d'environ 15 points de clairance supplémentaire avec la néphrectomie partielle par rapport à la thermoablation. Alors ça, si on peut résumer ça, hein, globalement, la survie semble être la même, sous réserve d'une sélection de patients différentes, mais alors, certes, oui, la morbidité est clairement moins importante pour les thermoablations, mais il y a des articles récents, là encore rétrospectifs, des études rétrospectives sur rein unique qui sont parus, comparant la chirurgie à la thermoablation, qui diraient que sur le plan de la fonction rénale, la différence n'est pas aussi importante qu'on ne l'imaginait. Ça dépend de la population. Oui, d'accord. Population sélectionnée toujours. Pour conclure, ça c'est les toutes dernières recommandations et de l'EAU et de 2016. Encore une fois, on est avec des publications qui sont de faible niveau de preuve, avec des petites populations et un suivi assez limité, et des populations qui ont été sélectionnées. Donc c'est pour ça qu'on concluait que la radiofréquence et la cryothérapie pouvaient être proposées aux patients âgés avec des comorbidités, mais quand même, ça fait longtemps maintenant qu'on utilise ces techniques, et on n'est plus dans la phase d'expérimentation. Et là, il ne faut pas hésiter à proposer ces thermoablations quand on pense que l'indication est bonne, c'est-à-dire si on n'a pas envie d'opérer les patients parce qu'on se dit que ça va être compliqué. Alors finalement, comme les chirurgiens sont en majorité, on a décidé de faire une néphrectomie partielle. Idir va nous dire pourquoi. Pourquoi finalement, chez cette dame, c'est la néphrectomie partielle qu'on a retenue. Karim, j'ai envie de te dire, le premier objectif assigné à un traitement donné, là en l'occurrence la néphrectomie partielle, c'est est-ce que la néphrectomie partielle va guérir cette patiente? La réponse, sous-entendu, est-ce que la néphrectomie partielle remplit son objectif oncologique? La réponse est oui, puisque les résultats oncologiques, là, ce sont des séries anciennes qui montrent une survie supérieure à 95%, voire même 100% dans certains cas.
la néphrectomie partielle, non seulement dans l'absolu, elle guérit le patient, mais elle fait aussi bien que la néphrectomie totale, qui est quand même un traitement radical. À la différence de la néphrectomie totale, la néphrectomie partielle peut avoir des objectifs fonctionnels que ne peut pas avoir la totale. Ceci est une méta-analyse qui a regroupé 36 études, certes rétrospectives, qui montrent toutes, qui vont toutes dans le même sens, plus de 40 000 patients, qui a un objectif de réduction de l'insuffisance rénale sévère chez les patients qui ont une néphrectomie partielle et la réduction de la comorbidité liée notamment à la comorbidité cardiovasculaire. Donc, juste pour le mentionner, hein, c'est également ce qui est retrouvé dans cette étude à large effectif avec 10 ans de survie chez les patients qui ont des petites masses rénales, voire même des petites masses rénales classées PT1B. Les résultats fonctionnels sont également retrouvés sur l'étude prospective de l'ERTC, sur laquelle on ne va pas revenir ici, mais qui a prouvé quand même une supériorité de la néphrectomie partielle sur les résultats par rapport à la néphrectomie totale. La néphrectomie partielle, c'est le traitement qu'on retient parce que ça guérit une grande majorité de patients et ça préserve au mieux la fonction rénale. Maintenant, la néphrectomie partielle, malgré les progrès de la chirurgie, des techniques, ça reste une intervention avec une morbidité significative. Alors, à quelles complications on peut s'attendre et est-ce qu'on peut les prévoir? Pour prévoir ces complications ou pour imaginer comment peut se passer la néphrectomie partielle, le premier paramètre, c'est la complexité tumorale. Et on a choisi de vous parler uniquement du score le plus utilisé, qui est le Renal Score. Alors, Luc, comment calculer ce Renal Score? C'est un score qui a l'avantage d'être simple à calculer. C'est un acronyme, donc chaque lettre correspond à un item qu'on va apprécier dans cette classification. Donc la première lettre, c'est R pour radius, pour la taille de la lésion, suivant qu'elle fasse moins de 4 cm, entre 4 et 7 ou plus de 7 cm. Le deuxième élément, c'est le caractère endophytique ou exophytique de la lésion. Lorsqu'elle est majoritairement exophytique, c'est plus facile à traiter que lorsqu'elle est endophytique, bien sûr. Le troisième critère, c'est la proximité de la lésion avec le sinus du rein et donc avec les cavités. Le quatrième critère, c'est la localisation antérieure ou postérieure de la lésion. Alors ça n'augmente pas le score rénal, mais c'est un élément qu'on précise parce que ça modifie la voie d'abord. Et le dernier critère, c'est la localisation dans le plan crânio-caudal de la lésion, selon qu'elle soit polaire, plus facile à traiter, ou centro-rénal. Donc chacun des items R, E, N et L est coté de 1 à 3, et donc on a un score qui va de 4 à 12. 4, ce sont les lésions les plus simples, et 12 les plus complexes. D'accord. Alors ça, c'est un score qui a été décrit par l'équipe de Fox Chase Cancer Center à Philadelphie il y a déjà quelques années. Et ils ont dit dans leur publication initiale que ce score était fortement associé à la morbidité. Idir ? Malheureusement, ce score, effectivement, n'a pas pu être reproduit dans d'autres équipes en termes de complications. Ce qu'il faut également dire, c'est qu'il n'y a pas que la morphologie de la tumeur qui détermine les complications. Les trois éléments importants, c'est, comme on l'a dit, c'est la tumeur. Il y a aussi l'environnement tumoral, sur lequel on va répondre plus tard, mais surtout le patient chez qui ça survient. Et le terrain du patient est un élément important pour prédire la complication. Ce n'est pas pareil lorsqu'on opère un patient âgé qui a déjà d'autres comorbidités et la façon dont on fait la chirurgie. Là, il y a un troisième élément en dehors de la tumeur et du patient qui intervient. On ne va pas rentrer dans les détails, mais le chirurgien est un élément important dans la survenue des complications. Et comme tout geste chirurgical, le centre d'experts ou le chirurgien à haut volume fait mieux qu'un chirurgien qui fait des néphrectomies partielles moins souvent. D'accord, mais quand même, là, les messages qu'on peut faire passer, c'est que si l'équipe initiale avait dit que la complexité tumorale était un facteur important de complications post-opératoires, ça n'a pas forcément été confirmé par d'autres équipes. En revanche, beaucoup de publications récentes vont dans le sens que les comorbidités, représentées par l'âge, le score de Charlson, là, sont fortement associées à la survenue de complications post-opératoires. Donc il y a la tumeur qui joue, il y a le patient qui joue bien sûr, et il y a aussi l'environnement de la tumeur. Et quand on parle d'environnement de la tumeur, on parle essentiellement de graisse périrénale. Ceux qui font beaucoup de néphrectomie partielle ont été un jour confrontés à cette graisse périrénale diabolique.
la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la prévoir à partir du scanner. Luc, comment? Oui, on peut la prévoir à partir du scanner, aussi à partir de l'IRM, parce qu'on utilise des critères qui sont reproductibles en scanner en IRM. Donc il y a un score, là encore, qui nous vient de la Mayo Clinic, le MAP score, qui est coté de 0 à 5 sur la probabilité croissante de présence de graisse périrénale. Donc il y a 2 items dans ce score. Le premier, c'est l'épaisseur de la graisse périrénale, qu'on mesure en situation postérieure. Si elle est inférieure à 1 cm, il n'y a pas de point. Entre 1 et 2 cm, c'est 1 point. Et au-dessus de 2 cm, 2 points. Le deuxième critère, c'est la présence d'une infiltration de la graisse périrénale, le stranding des anglo-saxons. Donc elle peut être modérée lorsqu'on a uniquement de fines opacités linéaires, comme sur l'image, la deuxième image en exemple, ou elle peut être importante lorsque ces opacités confluent en bandes. Dans ce cas-là, on a un score de 3. Ce MAP score est un prédicteur de ce que l'on peut rencontrer, la graisse périrénale qu'on appelle toxique, lors de l'intervention. Et on vous invite particulièrement à vous méfier de ce stranding, de cette infiltration périrénale, qui survient préférentiellement chez les hommes âgés et obèses. Et donc cette graisse toxique, quand elle est présente, ça augmente considérablement la morbidité de l'intervention. Là encore, vous voyez, ça c'est une étude récente qui montrait qu'elle était associée à un temps opératoire, des pertes sanguines plus importants, à un risque de conversion aussi plus important. En revanche, elle n'augmente pas, et ça toutes les publications convergent dans ce sens-là, elle n'augmente pas le risque de complications post-opératoires. Elle rend plus difficile l'exérèse de la tumeur, surtout cela. Alors maintenant qu'on a vu ces complications, on a vu que la néphrectomie partielle permettait de préserver au mieux la fonction rénale. Il reste quand même un paramètre important, c'est la durée d'ischémie. Et on voudrait savoir s'il est possible, de diminuer les conséquences de cette ischémie, donc diminuer ce temps d'ischémie pour, on l'espère, préserver au mieux la fonction rénale. Comment peut-on faire ? C'est vrai que cette notion d'ischémie liée aux lésions parfois irréversibles, liée à l'ischémie chaude lors de la néphrectomie partielle, a suscité pas mal de débats et l'objectif est bien sûr de maintenir une ischémie chaude la plus courte possible pour minimiser ces lésions rénales. Dans cette course à la réduction de cette ischémie, on partit d'un clampage total à un clampage sélectif, puis suprasélectif. Il y a même des gens ici qui n'enclampaient pas du tout, avec cet article de zéro ischémie, qui est très populaire, très cité, qui a été publié par l'équipe de Gill. Et donc on dit on ne fait pas d'ischémie, parce que c'est ça qui permet de récupérer le mieux. Et quand on dit ça, tout n'est pas possible avec une zéro ischémie. Notamment, on l'a vu, il y a des tumeurs qui sont complexes et qui nécessitent quand même une ischémie. Là, on dit oui, mais si on faisait de l'ischémie, mais qu'on déclampait précocement, donc on fait la rhénographie du lit de la tumeur, puis on déclampe, puis on continue de faire la rhénographie dans un deuxième temps. Là, c'est une étude française, de chez vous d'ailleurs, Karim, multicentrique, et qui dit qu'effectivement, lorsqu'on fait un déclampage précoce, on réduit la durée d'ischémie et on passe de 22 minutes lorsqu'on fait un clampage standard à 16 minutes sans que cela ait une complication, on va dire, post-opératoire importante. La seule question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt à passer de 22 à 16 ? Bien sûr, les études de robotique nous montrent qu'on peut. La chirurgie ouverte fait aussi plus court que la célio, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire cette course, on va dire, jusqu'à zéro, la course à l'ischémie ou à la réduction de l'ischémie ? La durée d'ischémie est-elle vraiment importante ? On peut se poser la question lorsqu'on regarde chez des patients qui sont opérés avec des ischémies réduites, c'est-à-dire inférieures à 25 minutes. C'est une étude qui a été réalisée en Amérique, Cleveland Clinic et la Mayo Clinic, 600 patients, néphrectomie partielle dans 2 centres. On a regardé dans le modèle statistique quels étaient les facteurs prédictifs de la fonction rénale post-opératoire. Et là, sur le modèle, il montre clairement que la durée d'ischémie était un élément significatif, mais c'est un modèle incrémental, progressif. Et lorsqu'on intègre une autre variable qui est le parenchyme rénal sain préservé dans le modèle, tout d'un coup,
la durée d'ischémie devient non significative. Ça veut dire que peut-être que la durée d'ischémie, dans une certaine mesure, est moins importante que le volume rénal préservé. Bien sûr, lorsque d'autres équipes ont regardé, en effet, dans les facteurs de risque de la fonction rénale post-opératoire, un facteur prédictif de la fonction rénale post-opératoire, la durée d'ischémie n'est pas ressortie comme un élément très important. Encore une fois, il s'agit bien entendu de parler d'une durée d'ischémie qui dans tous les cas reste inférieure à 25 minutes. On ne parle pas des ischémies longues de 45 ou de 50 minutes. Donc le message doit être clair, ça veut dire que passer de 12 à 16 n'est peut-être pas important, mais passer de 16 à 48, c'est différent. Bien sûr, on est passé de cet éditorial très célèbre qui dit que chaque minute compte lorsqu'on fait un clampage rénal à peut-être chaque minute et chaque gramme de rein sauvé compte également lorsqu'on est affaire à une néphrectomie partielle. Pour corroborer cette théorie du parenchyme rénal préservé et que toutes les insuffisances rénales ne se valent pas, est une étude intéressante pour différencier, en fonction du terrain, l'insuffisance rénale liée à l'ablation des néphrons sains, c'est-à-dire l'insuffisance rénale dite chirurgicale, versus l'insuffisance rénale liée au terrain sur lequel ça survient, à savoir liée au diabète, à l'hypertension artérielle, à la coronaropathie, etc. Donc c'est une étude qui nous vient toujours de la Cleveland Clinic qui a comparé la survie globale de ces patients et il s'avère, après un suivi qui est relativement important, que les patients qui ont une insuffisance rénale liée à des néphrons retirés lors de la partielle faisaient aussi bien en termes de survie globale que les patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale. Sous-entendu que si on préserve un néphron, celui-ci va récupérer et il va vivre aussi bien que le néphron qui n'est pas malade et qui n'a pas d'hypertension et de diabète. Donc la morbidité de la chirurgie est très limitée et donc il faut préserver au maximum les néphrons. Donc oui, pour conclure sur la durée d'ischémie lors de la néphrectomie partielle, on a pendant longtemps fait la course à l'ischémie en disant que plus l'ischémie serait courte, plus le rein serait préservé. On en est revenu un petit peu. Le message important, c'est qu'il ne faut pas dépasser un certain temps, qui actuellement est établi à 25 minutes, et que l'ischémie serait finalement plus un marqueur indirect du volume de rein retiré et de l'agressivité qu'on a fait subir au parenchyme. Donc, passer de 16 minutes à 12 minutes ou faire des clampages sélectifs en essayant de minimiser complètement toute ischémie rénale, il y a très peu de niveaux de preuve à l'heure actuelle pour penser que ce soit bénéfique. Donc, l'objectif doit rester large, moins de 25 minutes. Alors, on revient à Jean-Christophe. Jean-Christophe, on a vu comment diminuer l'ischémie, on a envisagé la thermoablation, on a finalement décidé de faire une néphrectomie partielle. Alors maintenant, les choses ont beaucoup évolué au cours de ces 5 dernières années. Comment faire ? Alors comment faire ? C'est surtout donc la question de la voie d'abord, voilà, en pratique. Du robot. Et parmi celles-ci, donc la question de la robotique. Je pense que pour répondre à cette question, il faut se rappeler, quelle que soit la voie d'abord, les objectifs que l'on doit satisfaire lorsqu'on va proposer une néphrectomie partielle. Le premier d'entre eux, c'est d'être efficace du point de vue carcinologique. Le deuxième, on l'a dit, Idir l'a rappelé, c'est de préserver au mieux la fonction rénale. Et le troisième, on va souhaiter être le moins morbide possible. Alors ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que pour être efficace carcinologiquement, il faut éviter les marges chirurgicales positives et il faut éviter de faire une effraction tumorale lors de la découpe tumorale. Le deuxième point, pour préserver la fonction rénale, Idir nous l'a exposé, il faut être capable de préserver au mieux le parenchyme sain. Il faut donc être capable de disséquer la tumeur en marge minimale, puisque ce qu'on va enlever d'un côté, on le perd de l'autre. Et la question de l'ischémie, qu'on va, dans les limites qui ont été posées, donc de l'ordre de 20-25 minutes, donc essayer de limiter en durée et limiter quand même en étendue. Et le troisième point, être peu morbide, c'est-à-dire essayer de proposer un traitement mini-invasif qui est moins délabrant du point de vue pariétal, essayer bien évidemment d'éviter les complications post-opératoires et voire proposer à nos patients des possibilités de réhabilitation accélérée et réhabilitation précoce. Alors pour ça, on a un certain nombre d'arguments dans la littérature qui vont comparer les différentes voies d'abord
Et notamment en 2015, dans European Urology, a été publiée une méta-analyse de 23 études qui comparait 1152 néphrectomies partielles réalisées par voie robotique avec 1088 néphrectomies partielles réalisées par voie laparoscopique. Eh bien, ce qui ressort de cette méta-analyse, c'est que la robotique apporte un bénéfice en termes de risque de conversion vers la voie ouverte, en termes de risque de totalisation, en termes de durée d'ischémie, en termes de fonctionnalité rénale post-opératoire et en termes de durée d'hospitalisation. En revanche, dans la méta-analyse, on retrouvait une équivalence en termes de complications, tout grade confondu, en termes de durée opératoire, de saignement et de marge chirurgicale. Donc ça reflète le fait que la cœlioscopie était une technique compliquée. Exactement. Le robot a facilité ce... Exactement, ça reflète ça et c'est d'autant plus reflété par cette étude qui est sortie après la méta-analyse que je viens de vous rapporter et qui là donc était une étude multicentrique, 5 centres, de nouveau de gros effectifs, 1185 néphrectomies partielles robotiques versus 646 néphrectomies partielles par voie laparoscopique et qui n'intéressaient toutes que des tumeurs de moins de 4 cm, donc en plein dans notre sujet. Ce qui ressort de cette étude-là, c'est que la robotique permet d'améliorer le trifecta, c'est-à-dire les 3 paramètres à satisfaire que je vous ai exposés juste avant, donc fonctionnel, carcinologique et le risque sur la morbidité. Maintenant, si on regarde robotique versus voie ouverte, puisque la voie ouverte a été longtemps considérée comme le gold standard de la néphrectomie partielle, je ne peux pas ne pas citer cette série contemporaine rétrospective française réalisée dans le cadre du CCAFU qui a permis de mettre en évidence un des apports très intuitifs dont on pouvait se douter de l'abord mini-invasif et notamment qui est permis par la robotique sur la diminution du risque de complications post-opératoires avec, vous voyez dans cette étude, une diminution de l'ordre de 10% du taux de complications et une diminution d'autant plus significative sur les durées d'hospitalisation, puisque vous le voyez qu'on passait de 10 jours à 4 jours pour la robotique. Alors donc, on a retiré la tumeur et il s'agit d'un carcinome à cellules claires, classé PT1A, grade 2 de l'ISUP, dont les marges d'exérèse sont saines. On va dire qu'on avait 20 minutes d'ischémie, donc on a rempli les critères du trifecta. Alors maintenant, comment surveiller? Comment est-ce que ça va se passer? Comment doit-on proposer la surveillance après le retrait d'une petite masse comme ça, qui, on le sait, est de très bons pronostics? On a, dans le cadre du CCAFU, décidé de baser notre algorithme de surveillance post-opératoire des tumeurs du rein en s'appuyant sur un score qui permet de prédire la survie post-opératoire de ces patients-là, qui est le score UISS. Ce score a été rapporté dans différentes séries de la littérature, validation interne, validation externe, et on a les courbes qui s'affichent ici sur la diapositive, qui permettent donc de discriminer 3 groupes de patients avec une précision pronostique de l'ordre de 81%, donc relativement bonne. Donc des patients qui sont à faible risque d'évolution de leur maladie et des patients à risque intermédiaire, des patients à haut risque. Donc en s'appuyant sur ce score-là, le CCAFU a édicté des recommandations pour la surveillance donc, de ces patients en post-opératoire qui va s'appuyer donc, sur un contrôle certes clinique mais aussi radiologique basé sur le scanner thoraco-abdominopelvien. Et ce qui va changer, ça va être notamment la fréquence de réalisation des examens, des visites de contrôle en fonction de la catégorie à laquelle va appartenir le patient. Et donc vous le voyez pour les patients, par exemple, à faible risque d'évolution secondaire, une fréquence de l'ordre, une fréquence annuelle sur une durée de 5 ans, alors qu'on va être beaucoup plus avoir une fréquence beaucoup plus élevée, par exemple pour les patients du groupe à risque de progression secondaire plus élevé, avec une fréquence tous les 6 mois pendant les 3 premières années, puis tous les ans pendant les 2 années qui suivent, puis ensuite un espacement à tous les 2 ans. Un autre aspect de la surveillance de nos patients en post-opératoire, c'est aussi la surveillance de leur fonction rénale. Cette importance de la surveillance de la fonction rénale réside en un certain nombre d'objectifs qui va être de pouvoir lutter contre les facteurs néphrotoxiques et pouvoir proposer à nos patients notamment des mesures de néphroprotection et pouvoir dépister la survenue d'une HTA, la survenue de troubles
je dirais, d'une obésité qui, par exemple, pourrait donc impacter sur le long terme la fonction rénale de nos patients. Et donc, il est de notre rôle de pouvoir aussi adresser ces patients à des confrères spécialistes, néphrologues, cardiologues ou nutritionnistes, dans un objectif global de néphroprotection. On a donc fait le tour des principaux aspects de la prise en charge actuelle en 2017 d'une petite tumeur du rein solide. Et on aimerait, dans la fin de ce module, vous transmettre quelques messages sur la prise en charge des tumeurs kystiques, qui représentent quand même 10 à 15% des petites tumeurs du rein. Et donc pour ça, on vous présente le cas d'un homme de 50 ans chez qui on a diagnostiqué, à l'occasion d'une hématurie macroscopique, une petite lésion kystique du rein gauche. Donc elle est classée Bosniak 3 et je vais donc laisser Luc nous dire, puisque Bosniak est un radiologue new-yorkais, ce qu'il en pense. Voilà, équipe de Bosniak et d'Israël. Donc alors on est peut-être même face à deux lésions kystiques. En fait, il y en a peut-être même une simple et une complexe qui sont accolées. Donc les caractéristiques de la lésion kystique simple, on les connaît bien. C'est une lésion de densité hydrique qui fait de moins de 20 unités Hounsfield, qui n'a pas de paroi individualisable, qui n'a pas de cloison, qui n'a pas de calcification et surtout qui ne se rehausse pas après injection de produit de contraste. Au contraire, la lésion complexe que l'on voit accolée, elle a beaucoup de cloisons, des cloisons nombreuses, qui restent fines, mais qui se rehaussent clairement après injection de produit de contraste. Donc ce rehaussement, c'est le mot-clé qui va nous faire classer la lésion en un type 3. Alors, on n'est pas encore face à un type 4 parce qu'on n'a pas de portion charnue nodulaire. Donc on est sur une probabilité élevée de néoplasie, mais pas 100% de probabilité. Alors, la classification de Bosniak a été décrite il y a longtemps, voilà, et elle était basée sur le scanner. Voilà. Les choses ont évolué, maintenant on a d'autres moyens d'imagerie. Est-ce que, quand on a une tumeur kystique comme ça, il faut demander autre chose qu'un scanner? Alors dans ce cas-là précis, je ne ferai pas d'imagerie complémentaire parce qu'on est devant une lésion clairement Bosniak 3. Il y a une indication chirurgicale théorique et donc faire un autre examen ne changera pas la prise en charge. Alors les deux autres modalités d'imagerie qu'on peut faire, c'est une IRM. Donc il y a une adaptation de la classification de Bosniak à l'IRM avec les mêmes critères, à l'exception des calcifications qu'on voit mal en IRM. L'avantage de l'IRM, c'est qu'elle a une meilleure résolution en contraste et donc on sera plus sensible au rehaussement de la paroi ou des cloisons. La deuxième modalité, c'est l'échographie de contraste. Alors là, on a vraiment une très forte sensibilité au rehaussement, parfois même un peu trop sensible, et on peut avoir des faux positifs sur ces lésions. Ces deux modalités, elles ont un intérêt dans deux situations. La première, c'est celle d'une lésion indéterminée en scanner, donc une lésion qui ne va pas respecter strictement les critères de la masse rénale solide qu'on a vu tout à l'heure, soit parce que le rehaussement est indéterminé, entre 10 et 20 unités Hounsfield, soit parce qu'elle est de trop petite taille. Donc, pour les lésions de petite taille, il y a intérêt à faire des séquences en pondération T2 pour bien voir l'hypersignal T2 homogène qui caractérise la nature hydrique. Le deuxième intérêt, c'est qu'on est devant une lésion 2F, donc ces lésions intermédiaires entre les stades 2 et 3 qui nécessitent une surveillance pendant 5 ans. Donc en faisant une IRM ou une échographie de contraste, on se donne une chance de mettre en évidence un franc rehaussement qui reclassera la lésion en type 3 ou 4 et qui permettra de faire une prise en charge plus rapide d'une lésion probablement maligne. Donc l'IRM et l'échographie de contraste, c'est quand on ne sait pas trop ce que c'est au scanner. Voilà, alors là on a deux exemples. Donc, un premier exemple d'une lésion indéterminée en scanner, on a plutôt envie de dire que c'est un kyste sur les données du scanner, mais on n'a pas le droit. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? Parce que la densité elle est supérieure à 20 unités Hounsfield, donc on n'est pas sur une densité hydrique. Le rehaussement après injection de produit de contraste, il semble fait puisqu'on a une variation de 5 unités Hounsfield. Alors pour confirmer qu'il s'agit d'une lésion kystique, on a réalisé chez ce patient une échographie de contraste. Vous avez en bas à droite l'imagerie en mode B, classique, et en bas à gauche, en orange, l'imagerie d'harmonique où l'on voit en fait uniquement les microbules après l'injection de produit de contraste. Donc là, on voit qu'il n'y a aucun rehaussement de la formation. Ça confirme que c'est bien une formation avasculaire, c'est un kyste. Ce patient avait eu plus tard une IRM pour une autre raison. Et là, on retrouve également l'hypersignal T2 homogène, qui est de même intensité que le liquide cérébrospinal. Donc là, on était devant un kyste, un peu dense en scanner, probablement parce qu'il avait un contenu hyperprotéique. Deuxième exemple d'une lésion indéterminée en scanner, qui a un petit peu le même aspect, avec une densité autour de 30 unités Hounsfield avant injection, qui est à la limite de la significativité au niveau de son rehaussement, plus 20 unités.
Là encore, on a fait une IRM au patient. Sur la première image en haut, on voit que la lésion est en hyposignal T2 par rapport au liquide cérébrospinal. Et sur les deux images en dessous, sans et avec injection, on voit qu'il y a un faible rehaussement. Donc ça nous évoque un carcinome papillaire devant l'hyposignal T2 et devant le caractère hypovascularisé. Mais c'est bien une masse rénale solide. Là aussi, ce patient avait eu aussi une échographie de contraste. Et donc on voit bien la corrélation avec le rehaussement en imagerie d'harmonique. Donc à l'EXEA, c'était bien un carcinome papillaire, cette lésion. Donc voilà, un intérêt d'une imagerie complémentaire dans des lésions indéterminées. On est dans une situation là aussi assez classique, hein, le kyste Bosniak 3, et est-ce qu'il faut l'opérer? Je me tourne vers mes collègues chirurgiens. Est-ce que vous opérez, vous, les lésions Bosniak 3? Classiquement, oui. Oui, pourquoi? Les recommandations. Parce que le risque de malignité est habituellement reconnu aux alentours de 50%, donc ce qui nous pousse à les opérer. D'accord. Alors ça aussi, c'est des données qui datent d'il y a longtemps, et c'est l'occasion pour moi de mettre en avant un travail du CCAFU, du groupe Rhin du CCAFU. On a fait une étude multicentrique rétrospective à partir de données récentes de tumeurs kystiques opérées. Il y en avait un petit peu de tous les goûts, de F3 et 4. Et on a été très surpris de trouver une proportion de tumeurs malignes encore plus importante que celle que l'on attendait, 70%, en précisant qu'on avait une relecture centrale de toutes ces lames par une seule pathologiste très entraînée. Donc oui, plus que jamais, il y a un risque de malignité important, donc il faut opérer. Est-ce qu'on fait une biopsie à ces lésions, Luc? Alors, classiquement, on ne recommande pas de biopsier les lésions kystiques, notamment parce qu'on sait qu'on n'a pas du tout des bonnes performances diagnostiques. Alors, quand il y a une portion charnue, on peut essayer de la viser, mais on a une moins bonne performance. Et puis, il y a un risque théorique d'essaimage de ces lésions, même si on sait qu'il est fortement diminué en utilisant des aiguilles coaxiales. Donc, la principale raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est une faible productivité. Faible rendement diagnostique. Enfin, ceci dit, là encore, c'est un travail du CCAFU où on a regardé, sous l'égide de Romain Boissier, la survie à long terme des patients qui avaient été opérés de tumeurs kystiques. Vous voyez qu'elle est excellente. Sur une population de près de 200 patients opérés d'une lésion kystique, il y a plus de 5 ans, seuls 5% récidivaient, ce qui est bien moins que pour les tumeurs solides, à stade égal, je précise. Est-ce qu'on pourrait envisager une thermoablation? Puisque là, c'était une tumeur compliquée, intrarénale, avec un risque de rupture de kyste si jamais on l'opère. Est-ce que c'est faisable? Alors, techniquement, c'est faisable. Le problème, c'est que classiquement, ce n'est pas recommandé, comme les biopsies, on sait qu'on va avoir du mal à avoir une histologie, donc on risque de traiter des lésions non malignes. Donc il y a une seule étude dans la littérature qui porte sur la thermoablation de ces lésions kystiques. C'est sur une petite série de 38 patients avec beaucoup perdu de vue. Donc on voit que dans cette étude, il y a en effet beaucoup de biopsies non conclusives, plus du tiers. Et donc sur le petit nombre de patients suivis, il n'y avait pas de récidive locale ou à distance chez les patients traités. Donc là encore, une des raisons pour dire qu'il ne faut pas faire de thermoablation des lésions kystiques, c'est le risque théorique d'essaimage. On sait que ce risque, on peut le diminuer en utilisant des aiguilles coaxiales. Et puis surtout, après avoir fait l'ablation, en brûlant le trajet de ponction, en retirant l'aiguille, ça diminue beaucoup le risque d'essaimage. Donc les messages sur les tumeurs kystiques, c'est que le diagnostic repose essentiellement sur l'imagerie, donc il faut avoir un partenaire radiologue bien entraîné et ne pas hésiter à recourir à l'IRM ou à l'échographie de contraste si besoin. La biopsie, elle peut être faite, mais elle n'est pas performante, parce que c'est difficile d'aller piquer dans un ballon de baudruche. Et jusqu'à présent, la thermoablation n'est pas forcément recommandée pour ces tumeurs, donc c'est la chirurgie, compte tenu du risque de malignité importante. Bien, j'en finis là. Il me reste à remercier tout le panel pour avoir participé, et je cède la place à Arnaud Méjean, qui va vous faire la synthèse de tout ce module. Je vous remercie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module du CCAFU Online consacré aujourd'hui à la prise en charge des petites tumeurs du rein et un focus sur les tumeurs kystiques. Ce module vous a été présenté par Karim Ben Salah, Jean-Christophe Bernard, Idi Rouzaïd et Luc Benzit.
autour d'un cas clinique décrivant une tumeur rénale de 33 mm chez une femme de 61 ans, l'intérêt de la biopsie a d'abord été discuté. La biopsie d'une tumeur rénale doit être faite de façon très rigoureuse avec des aiguilles coaxiales. Les résultats sont excellents, avec une sensibilité et une spécificité de plus de 99%, plus précises sur le type histologique que sur le grade, avec des taux de complications de 8%. Le risque d'essaimage est nul si la biopsie est faite dans les règles de l'art. Elle doit être proposée si elle modifie la stratégie thérapeutique, mais on voit une évolution très nette en faveur de son développement. Peut-on surveiller une tumeur du rein? Oui, en théorie, mais avec beaucoup d'incertitudes sur la taille maximale acceptable, 25 ou 30 mm, semble être la taille maximale, sur les modalités de surveillance et sur les patients à qui le proposer. Le problème principal, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on surveille, puisque peu de ces tumeurs sont biopsiées. Finalement, une surveillance peut être proposée, mais seulement pour des patients âgés, avec des facteurs de comorbidité importants. Une évolution du volume tumoral doit faire rediscuter le dossier en RCP. Qu'en est-il des traitements ablatifs, qu'il s'agisse de la radiofréquence ou de la cryoablation? Les indications sont les tumeurs idéalement de moins de 4 cm, plutôt exophytiques. Si ces techniques sont incontestablement en voie de développement, il est impossible d'en comparer les résultats avec la néphrectomie partielle, qui reste à ce jour le gold standard. Car il n'y a aucune publication de niveau de preuve suffisant et les suivis restent pour l'instant courts. Néanmoins, le nombre de patients traités chaque année qui augmente, avec des résultats très bons voire excellents, après 1 ou 2 procédures, fait de ces techniques une option raisonnable à proposer pour l'instant aux patients âgés ayant des facteurs de comorbidité ou aux patients ayant des tumeurs héréditaires. L'avenir nous dira si finalement les indications ne vont pas s'élargir aux patients plus jeunes. La néphrectomie partielle reste donc le gold standard actuellement. Sur le plan carcinologique, le contrôle est aussi bon qu'après néphrectomie totale et ne fait courir aucun risque aux patients si elle est faite dans les règles de l'art et si elle est techniquement satisfaisante. Il est désormais prouvé que la néphrectomie partielle protège de l'insuffisance rénale chronique par rapport à la néphrectomie totale, avec toutefois des taux de complications plus importants. Ces taux de complications peuvent être anticipés par la réalisation d'un renal score, qui est un score radiologique de complexité, et par le MAP score, qui permet d'étudier la graisse périrénale. On sait qu'elle est plus importante chez les patients masculins à fort périmètre abdominal. Une graisse dite toxique rend l'exérèse plus difficile et pourrait majorer le taux de morbidité. D'autres critères, comme les facteurs de comorbidité, l'âge du patient, l'expérience du chirurgien ou le BMI, sont désormais reconnus comme facteurs prédictifs de complications. Pour optimiser la préservation néphronique, il y a une littérature assez fournie sur le temps d'ischémie, le clampage hypersélectif, le déclampage précoce, avec parfois des études pas toujours très bien documentées. Quoi qu'il en soit, il semble que les 2 meilleurs critères soient la fonction rénale préopératoire et surtout le volume de parenchyme préservé. Bien sûr, avec un temps d'ischémie limité à 25 ou 30 minutes. L'apport de la robotique est indéniable et probablement irréversible. La robotique permet de reproduire la technique de chirurgie ouverte, ce que ne permet pas la cœlioscopie, avec des taux de complications et de morbidité faibles. Elle permet de proposer une néphrectomie partielle dans des conditions minimales invasives, avec tous les intérêts qu'on en connaît. Toutefois, il n'y a pas de série prospective randomisée, et il est très improbable qu'il y en ait un jour. On ne voit pas ce qui pourrait en limiter la généralisation, si ce n'est, bien sûr, les aspects financiers. La surveillance post-opératoire doit être faite selon les recommandations du CCAFU, édité en 2016, à partir de la classification UISS, et qui détermine les patients en 3 groupes. Patients à faible risque, risque intermédiaire et à fort risque évolutif. Concernant les tumeurs kystiques, la classification de Bosniak vous a été rappelée, mais également l'apport de l'IRM et de l'échographie de contraste lorsque la tumeur est difficilement caractérisable en scanner. Les tumeurs classées Bosniak 3, malignes dans 45 à 70% des cas, notamment dans la série du CCAFU, et a fortiori Bosniak 4, doivent être opérées, si possible, par chirurgie conservatrice, avec un excellent pronostic. La biopsie de telles lésions n'est pas réellement possible, et en tout cas peu performante, et les techniques ablatives ne sont actuellement pas recommandées. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouveau module.
Merci au sous-comité Rhin, à Karim Ben Salah, Jean-Christophe Bernard, Idi Rouzaïd et Luc Benzid. Merci au laboratoire Janssen pour leur soutien institutionnel. Merci à l'équipe technique. Au revoir, à bientôt.